Bonjour Marine. Bonjour François-Xavier. Donc aujourd'hui, c'est la fin de notre voyage au travers des modèles d'analyse comportementaux. Après avoir parlé donc du disque, de la ProcessCom, de l'énéagramme, nous allons parler du MBTI. Alors vous allez vous demander pourquoi on parle du MBTI en dernier. La réponse est parce qu'il y a 16 types de personnalités dans le MBTI. 16 types psychologiques. Et donc, on avait commencé par 4 personnalités, on est passé à 6, on est passé à 9, et là nous arrivons à 16. Et comme d'habitude, sur l'ensemble de ces analyses comportementaux, on a toujours ce leitmotiv qu'il faut vraiment jamais perdre de vue. On ne met pas des gens dans des cases, nous sommes une pluralité de ces personnalités qui vont faire une unicité à la fin, c'est-à-dire on aura pioché un petit peu partout, et c'est ça qui va être constitutif de notre personnalité. Ce sont des grilles de lecture, voilà. Mais on n'est pas les gens dans des cases, surtout pas. Voilà. Alors le MBTI, c'est un peu plus récent, puisqu'en fait, c'est au début du XXe siècle, aux États-Unis. C'est une mère et sa fille, donc c'est Catherine et Isabelle Cook-Briggs. Qui ont travaillé en famille. D'où le nom, hein, parce que c'est Briggs-Meyer qui fait MBTI, voilà, vous allez avoir la chose derrière. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles ont travaillé ensemble et elles sont parties au début de la typologie de Carl Gustav Jung, notamment sur les 4 dimensions fondamentales. Et alors, quelles sont-elles, ces dimensions fondamentales? Alors, 4 dimensions fondamentales, la première chose, c'est l'orientation de l'énergie. C'est finalement, est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti ou quelqu'un d'introverti? Ça, c'est l'orientation. Deuxième chose, après, c'est comment je perçois la réalité. Donc, perception de la réalité, c'est est-ce que j'ai une intuition, c'est-à-dire il me semble que les choses sont comme ça, ou est-ce que je le fais d'un point de vue sensitif, c'est-à-dire sur la partie sensation, et je fais confiance à mes sens. Ensuite, on a un troisième point qui est important, qui est le critère de décision. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va me permettre dans la vie de prendre une décision? Est-ce que je fais confiance à ce que je ressens, le côté sentiment, ou est-ce que je suis sur de la pensée, du factuel, du mesuré, pesé? Et puis dernier, parce que c'est très important, c'est une fois qu'on a pris une décision, on a vu qu'on avait des critères de décision, et c'est comment on va gérer sa décision. C'est-à-dire finalement comment on accompagne le mouvement. Et là, en fait, on a 2 possibilités. Soit on le fait au travers de jugements, c'est-à-dire qu'on s'est donné des règles, des principes, etc. Soit on le fait au travers de la perception, c'est-à-dire, tiens, moi je perçois ça, donc ça doit donner ça. Ok. Voilà. Au total, 4 dimensions. 16 grandes familles. Ça fait beaucoup. Hein. Et donc, si je ne m'abuse, on est sur des lettres. Là, on va être sur des lettres. Alors, on va les reprendre. Alors, au début, ça va être un peu simple, mais ça va se compliquer un petit peu sur la fin. C'est-à-dire que vous avez toutes les compositions possibles qui vont arriver. Alors, extraverti, ça commence par un E. Super, compliqué. Hein. Intraverti, ça commence par un I. Bah voilà, donc ça c'est assez facile. Sensation, ça va commencer par un S. Voilà. Intuition, ça va commencer par un... Eh ben non, pas un I, parce que comme le I est déjà pris par introversion, on va utiliser le N. C'est là qu'il y a une petite complication. La pensée, alors comme c'est issu de l'anglais, ça vient de think, donc forcément ce sera avec un T. Le sentiment, ça vient de feeling, donc on va utiliser un F. Jugement, c'est la même chose, on a un J. Et P, perception, on a la même chose. Alors, extraversion, introversion, en fait, c'est d'où je tire mon énergie. Ok. Est-ce que c'est moi en introspection ou est-ce que c'est vis-à-vis des autres ou grâce aux autres, c'est ça? Oui. Okay. Sensation, intuition, là, c'est quel type d'information vous allez utiliser spontanément? Qu'est-ce que tu vas sélectionner comme ça de manière naturelle? Ensuite, sur la partie pensée, sentiment, c'est quel est ton processus pour prendre ta décision? Ça veut dire que si je suis dans la pensée, je vais être très factuel, A égale B, donc je vais partir sur B, ou alors sinon ça va être celui-là il a l'air sympa, je le sens. Ouais, ok. Voilà. Et puis le dernier, c'est comment vous abordez le monde qui vous entoure. En gros, c'est comment je vais gérer toutes ces décisions que j'ai prises, et donc est-ce que je suis sur le jugement, auquel cas je regarde le monde à travers un filtre qui est ma représentation du monde selon mes valeurs, selon mon éducation, etc. Ou alors la manière dont je le perçois, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est quelque chose de rugueux, est-ce que c'est quelque chose de facile, est-ce que le monde est un jeu, est-ce que le monde est une épreuve, voilà. Tout ça, ça va conditionner mon regard au travers du monde. Alors en fait, on va pas rentrer dans le détail parce que 16 profils, ça fait beaucoup, et en plus, si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez nous appeler, on se fera un plaisir de vous accompagner sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est suffisamment compliqué et qu'en plus, il y a des associations sur les profils qui font qu'on arrive à 16 combinaisons possibles. Ça fait beaucoup de choses à voir en une seule vidéo. Donc on ne rentrera pas dans le détail ce coup-ci. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, on a des mots-clés.
Des mots-clés sur chacune des associations ou chacun des profils. Et d'ailleurs, pour connaître son profil, il y a un test, il existe Oui, un test. il y a un test. Alors ça, effectivement, il y a un test qui vous permet justement de vous situer et de savoir quelles vont être les dominantes, et notamment les associations de lettres qui vont vous permettre de savoir comment vous allez trouver finalement les grands axes de votre personnalité. Et c'est pour ça que quand j'étais en train de parler des mots-clés, les mots-clés font partie des choses qu'on peut facilement identifier. On va aussi avoir les ordres de fonctions. Là, je reviens tout de suite sur le sujet. Les défauts potentiels. Bah oui, parce qu'on n'a pas que des qualités non plus. Enfin, sauf moi, bien, mais ça... C'est sur quoi on va travailler. Cette chance. Les situations stressantes. Et puis, bien entendu, les comportements sous stress profond. C'est-à-dire comment je vais me comporter quand ça va vraiment pas. Alors, les ordres de fonctions, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, c'est qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de diriger ma vie. Ok. Donc, dedans, on a la dominante, l'auxiliaire, le tertiaire et l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça... C'est quoi tout ça? Quoi c'est tout ça? Alors, c'est simple. La dominante, c'est comme si, en fait, tu étais le conducteur du véhicule. Ok. Donc, c'est moi qui pilote. C'est toi qui as le volant. Ça marche. À côté de toi, tu as ce qu'on appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire, en fait, c'est ton passager. Voilà, celui qui... copilote. Celui qui... Je ne vais pas dire qu'il tenait la carte, parce que là, c'est un peu passé, maintenant on a des GPS, mais la personne qui va te faire la conversation. Voilà, personne qui vérifie Waze. Et puis, bien sûr, on a ce qu'on appelle le tertiaire. Le tertiaire, c'est un peu l'ado qui est sur la banquette. C'est celui qui intervient de temps en temps, un peu à contre-temps, de temps en temps, voilà, mais qui fait partie de l'ambiance générale du véhicule. Et puis, on a le petit dernier. Le petit dernier, c'est celui qui est dans sa chaise haute, harnaché de partout. Le bébé à l'arrière. On a l'impression qu'il ne réagit pas, mais en fait, il va être là pour apporter toute une partie qui n'est pas conscientisée. Et donc qui est en fait du domaine de l'existant, mais non conscient. Ok, ça marche. Et donc ça, c'est plutôt les ordres dans lesquels vont se trouver mes lettres. Exactement. Et mes façons de réagir, tout ça va permettre de déterminer la manière dont je me comporte. Alors bien entendu, c'est un modèle qui est très riche, un modèle qui a été utilisé dans les entreprises depuis un sacré paquet d'années maintenant. Ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est utilisé dans les entreprises, notamment pour essayer de comprendre comment les personnes vont se comporter, comment ils vont notamment agir en schéma de décision. Quand on cherche des managers, c'est toujours intéressant de savoir comment ils vont se comporter en situation de stress, bien sûr, quand ils vont bien, en quoi ils sont on va dire, contributifs au sein de l'entreprise, mais aussi comment ils sont en mesure de prendre des décisions et de les gérer. Parce que bien sûr, on attend des gens autonomes, et donc là, ça permet d'avoir des clés pour les identifier. Alors, c'est utile pour les managers, mais pas que, pour les collaborateurs aussi, du coup. Bien sûr, parce que ça permet de se situer, de savoir un petit peu comment on va fonctionner. Dans tous les modèles d'analyse comportementaux qu'on a utilisés, la réalité, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise personnalité. Il y a simplement des gens qui vont fonctionner en fonction des réalités, qui vont faire que ça provoque des réactions différentes. Et quand on est clair sur ces réactions, en gros, on sait les gérer, tout se passe bien. C'est à partir du moment où on n'est pas clair dessus et qu'on ne sait pas les catalyser, il y a un risque. Voilà. Donc ça permet de lever les freins et faire une petite cartographie un peu de l'équipe et des managers, etc. Exactement. Encore une fois, ce qui nous intéresse sur tout ce qu'on vient de se dire, c'est vous prendrez le modèle qu'il vous faut. C'est un peu ça qu'on veut leur dire finalement. C'est pour ça qu'on vous a présenté, on vous en a présenté 4. C'est pour ça qu'on vous en a présenté 4. Les 4, vous voyez qu'on est capable de vous accompagner pour mieux les comprendre si vous le souhaitez. Ce qui sera très intéressant, c'est la discussion sur laquelle on peut vous accompagner aussi, et qui consiste à déterminer celui qui est le plus pertinent pour votre organisation et ce que vous décidez de faire. En tout cas, mettre en place un modèle d'analyse comportementale, c'est permettre à chacune de vos organisations de se doter d'un langage commun, d'un système de décodage qui va certainement anticiper, ou en tout cas permettre d'anticiper un certain nombre de mécompréhensions, de limiter les conflits, et on sait que ça coûte très cher à l'entreprise, et puis du coup aussi d'apporter un petit peu plus de bonheur au travail, donc ça c'est toujours bien. La créativité aussi, enfin ça a que des bénéfices finalement. Exactement. Ok. On se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus. On reviendra pour d'autres éléments. On sera ravis de vous éclairer sur d'autres sujets. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous en avez besoin. À bientôt.